Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter de deux sujets. Le premier sujet concerne la visite du président intérimaire de la Syrie, Ahmed Al-Shara, qui a été accueilli par Emmanuel Macron. Et le deuxième sujet concernera la sortie médiatique de Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga, opposant politique en RDC, qui a déclaré que les mines de la RDC sont terminées, sont vides, il n'y a plus de mines. Quelle sera notre lecture par rapport à cette sortie médiatique? Le 7 mai 2025, nous avons tous été surpris, stupéfaits, que le président français Emmanuel Macron ait accueilli à l'Élysée Ahmed El-Shara, le président intérimaire de la Syrie, depuis la chute de Bachar el-Assad en décembre 2024. Cette rencontre, qui est sa première rencontre en Europe, a suscité une controverse en France et partout dans le monde, et a eu un certain écho en Afrique en particulier. Mais je pense que cet écho que ça a fait, ou en tout cas euh, la réaction n'était pas euh, à l'attente de l'événement. Nous devons nous poser la question, comment comprendre qu'un ancien chef djihadiste, un ancien chef terroriste, soit accueilli par une grande puissance se disant démocratique? Nous devons comprendre quel est le véritable dilemme moral, juridique ou diplomatique derrière tout cela. Est-ce que doit-on pardonner un terroriste parce qu'il se répand? Doit-on pardonner un terroriste parce qu'il est au pouvoir et de fait nous devons négocier avec lui? Que fait le droit international de tout ça? Que fait l'ONU réellement? Parce que les anciens djihadistes, les anciens terroristes ont fait des massacres, ont perpétré des assassinats. Et est-ce que nous devons faire ami-ami avec eux en fonction d'un certain intérêt politique, économique, diplomatique et autres? Bon, déjà, nous devons savoir que le droit international, c'est pas la première fois. Il a été toujours contourné. Il a été contourné par les puissances, par plusieurs puissances, en fonction de leur intérêt stratégique. Que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, donc ils sont dans la logique de négocier parfois avec des criminels, parfois avec des violateurs des droits humains, parfois même des terroristes, parce qu'il est prouvé à plusieurs fois qu'il y a eu des collusions entre les djihadistes, les impérialistes, les terroristes et certains États. Donc ce n'est plus vraiment un secret pour tout le monde. Mais que cela se fasse en plein jour, comme ça, là, c'est à se poser. Mais on peut peut-être comprendre que c'est peut-être pour promouvoir la stabilité régionale. Donc on traite avec un pouvoir qui est là de fait. Ce n'est pas à nous de pouvoir juger de la légitimité ou pas, mais on traite avec eux. Mais sauf que dans ce cas, il ne s'agit pas que d'une simple question d'illégitimité, de légitimité. Il s'agit d'un monsieur qui a appartenu à une organisation qui a fait des dégâts planétaires. Donc si la France ne se saisit pas, les États-Unis s'en saisissent. Si les États-Unis ne s'en saisissent pas, le bloc de l'Est s'en saisit. Si le bloc de l'Est ne s'en saisit pas, mais l'Afrique doit s'en saisir parce que l'Afrique est réellement victime de ces deux grandes organisations terroristes qu'est l'Al-Qaïda et le groupe État islamique. Alors, c'est peut-être pour se dire que voilà, il faudra promouvoir la réconciliation nationale parce que ce soit au Rwanda ou en Afrique du Sud, les anciens bourreaux ont été toujours convertis, ils ont été amnistiés dans l'intérêt supérieur de leurs États pour avancer vers la paix. C'est du réalisme politique et tout ça. On ne choisit pas ses interlocuteurs. Donc, est-ce que c'est dans cette logique que le président Macron est réellement? Ou soit y a-t-il plutôt quelque chose qui n'est pas dit, quelque chose de caché? Y a-t-il collusion entre ces groupes États islamiques et certains États qui prétendent parfois combattre les terroristes?
Vous combattez un monstre que vous avez vous-même contribué d'ailleurs à la création. Parce que Al-Qaïda, on sait comment est-ce que Al-Qaïda a été créé, le groupe État islamique. Comme je l'ai dit, le président Donald Trump a plusieurs fois dit que l'administration Obama avait plusieurs fois financé et avait créé ces organisations. Donc, l'Occident, comme je l'ai dit, a contribué à lui-même créer le monstre et ensuite il le combat. Et en plus, il collabore avec lui pour des intérêts économiques, des intérêts stratégiques, des intérêts, euh, de, des intérêts géopolitiques. On parle des bases militaires, que ce soit des ressources, que ce soit des flux migratoires. Ce sont des questions qui, j'ai comme l'impression, passent avant le droit et la vie des gens qui meurent. Daesh a plusieurs fois ciblé la France. Mais je n'aimerais pas vraiment m'étendre pour ce pays. Que ce soit Charlie Hebdo et toutes les autres campagnes terroristes, tout ça. Mais j'aimerais parler en tant qu'Africain. Au Sahel, au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Ces États ont été le théâtre des attentats fréquents de ces organisations. Que ce soit au Nigeria, que ce soit au Tchad, que ce soit au Cameroun et partout en Afrique où ce terrorisme sont directement liés à ces organisations. On sévit le mal. Donc, nous devons comprendre qu'il est très important pour l'Afrique de prendre en main cette question, de pouvoir doter, se doter des tribunaux pour juger ce genre de cas, que les magistrats soient indépendants pour réellement faire face à ces genres de questions. Parce que nul ne peut aimer l'Afrique si ce n'est que l'Africain. S'il y a certaines organisations, s'il y a certains États qui semblent être complaisants avec le terrorisme, nous devons prendre notre destin en main. Parce qu'à plusieurs fois, ce terrorisme a été manipulé, a été instrumentalisé pour pouvoir justifier, pour pouvoir déstabiliser des régions. Je le dis toujours que le cas de la Libye est très pédagogique. Parce que les mêmes puissances qui ont détruit la Libye, qui ont assassiné Kadhafi et ont permis la déstabilisation de la région, en particulier du Sahel, viennent par la suite proposer leur aide. Donc, nous venons vous aider, vous devez être suffisamment reconnaissant, nous avons perdu nos soldats, et mais tout ça c'est de la logique de pompier pyromane. Donc, l'Afrique, on a tellement souffert de cela, mais c'est tout simplement aussi tous ces vestiges de la colonisation et du néocolonialisme. Par la suite, nous avons, par la suite, ce qui a installé certains dirigeants qui continuent à faire les quatre volontés de certaines puissances. Le président intérimaire de la Syrie a été figuré, il est figuré sur la liste, il figure sur la liste des sanctions des Nations Unies, avec l'interdiction de voyager, le gel d'avoir, parce qu'il y a eu collusion avec ces groupes États islamiques. On n'est pas en train de parler des rebelles, simplement, on est en train de parler du groupe terrorisme international, du terrorisme international. Donc, il est important, comme je l'ai dit, que l'Afrique puisse nouer des relations, nouer des partenariats avec des puissances amies, des puissances réellement qui ont la même vision, la vision de lutter contre le terrorisme et de leurs sponsors étatiques. Nous devons évoluer vers des partenariats stratégiques pour nous doter la puissance. Parce que ces mêmes puissances qui sont au Conseil de sécurité des Nations Unies, eux, sont exclus de persécutions en termes de droits de l'homme. Vous n'allez pas voir un Américain être poursuivi par la CPI.
Vous n'allez pas voir un Français, vous n'allez pas voir un Américain, un Chinois. Alors, il faudra que nous puissions construire des puissances régionales, sous-régionales, panafricanistes, et aussi se débarrasser de tous les vestiges, des bases militaires qui continuent à conditionner nos États. Donc, voilà un peu mon intervention par rapport à ce qui s'est passé récemment. Deuxièmement, nous allons en République démocratique du Congo où Moïse Katumbi a récemment déclaré que tous les mines aujourd'hui ont disparu. Près de 98% des mines de la RDC, ce grand état minier, c'est que Frantz Fanon disait la gâchette se trouve au Congo, l'Afrique c'est un revolver. Il n'y a plus de mines. Alors il y a eu une réaction, une très forte réaction sur la toile par rapport à ces récentes déclarations. J'aimerais que nous puissions analyser. Bon, premièrement déjà, la RDC est sur le point de signer un partenariat avec les États-Unis concernant le projet minerai contre sécurité. Alors, dans cet accord minier, le président Tshisekedi a proposé que une certaine de donner aux États-Unis des matières premières, des mines, en termes de préférence, contre l'aide pour faire face à ce qu'ils considèrent comme l'agression rwandaise. Moïse Katumbi est un ancien gouverneur de la province du Katanga et c'est une figure emblématique de l'opposition. Nous ne devons pas prendre ses propos à la légère. Nous devons comprendre pourquoi est-ce qu'il a fait cette annonce. Parce qu'il a la connaissance du secteur minier. Il reste quelqu'un d'influent et il a été gouverneur. Il a été gouverneur de la période de 2007 à 2015. Donc de l'une des provinces d'ailleurs les plus riches. Alors, comme je le disais, il ne faudra pas prendre ses propos à la légère parce qu'il a joué un rôle très central. Il connaît très bien le terrain. En ce qui concerne la dotation des contrats, la production, les investissements, donc c'est quelqu'un qui a la maîtrise. Maintenant, il faudra comprendre pourquoi est-ce qu'il a fait cette sortie médiatique. Est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Est-ce que réellement les mines en RDC sont épuisées ou s'épuisent? Déjà, il faudra comprendre que les ressources minières sont non renouvelables. C'est pourquoi on encourage les États à aller vers des énergies renouvelables. Donc, leur exploitation intensive va mécaniquement conduire à un épuisement progressif. Il existe des gisements qui sont juteux, des gisements qui étaient plus rentables avant, mais qui ne le sont plus. Ça, c'est un fait. Donc, peut-être que Moïse Katumbi faisait allusion à cet épuisement technique, à cet épuisement économique de certains gisements. Certains gisements n'ont plus de valeur comme ils étaient. Ou soit à une perte de contrôle national sur ces ressources, par exemple. Donc, il y a eu plusieurs concessions qui ont été allouées à certaines entreprises. On pense ici à la Chine. Donc, il n'y a plus suffisamment peut-être d'espace pour pouvoir offrir quelque chose qui soit intéressant pour les Américains, l'administration Trump. Cette surexploitation sans un plan de durabilité vide les ressources, c'est normal. Mais est-ce qu'il a déclaré cela pour critiquer un accord minier qui était en vue ou soit il a dit réellement la vérité? Est-ce qu'il a voulu chercher à montrer que cet accord, il a voulu chercher à montrer que cet accord était vide? C'est une communication vide qui était sans fondement. Il a sûrement voulu attirer l'attention sur le pillage ou la mégestion des différentes ressources. Il a sûrement voulu attirer le débat vers le fait qu'en réalité, il y a certaines puissances qui les ont déjà bradées. Parce que lorsqu'il y avait ce contrat avec la Chine, nous savons très bien que c'était un contrat qui était inéquitable.
Donc, s'il y a certaines ressources, certains gisements qui ont en quelque sorte été déjà bradés, et le peu qui reste en veut le brader pour les Américains, parce qu'en réalité, la population ne profite pas tant ça de potentiel minier de la RDC. Quand il dit il n'y a rien, il sous-entend que, sûrement, la RDC a perdu sa souveraineté économique. Alors, à qui profitent réellement les richesses? À qui profitent réellement les richesses? Est-ce que les Congolais voient réellement les bénéfices visibles des retombées minières? S'il ne reste pas suffisamment de ressources, si l'âge d'or, si je peux l'appeler ainsi, congolais, a déjà été passé, sous-entendez par là que les temps où les gisements étaient plus rentables et que la population n'en a pas profité, et alors le peu qui nous reste, faudra-t-il encore brader cela? Peut-être que c'est ça sa réflexion. Bon, essayons tout simplement de comprendre est-ce qu'il a réellement rendu la nation un bon service? Est-ce qu'en disant ça, il a vraiment, il fait comprendre à l'opinion que réellement il faudra faire un barrage pour pouvoir se rapproprier cette, cette richesse? Bon, parce que nous devons comprendre que sur le fait, il décourage les investisseurs. Parce que les investisseurs sont très sensibles à la stabilité et à la transparence. En jetant ce genre de trucs, je pense qu'il est en train de rendre un mauvais service à la RDC. Parce que cela contribue au refroidissement des négociations commerciales. Parce que cela contribue tout simplement à ce que la RDC perde sa position. Lorsque la RDC ira dans les grands salons internationaux en parlant des discours de commerce, la RDC perdra son poids. Parce que lui, ce n'est pas quelqu'un de simple, c'est quelqu'un d'influent qui a gouverné le Katanga. Ses paroles ne sont pas prises à la légère. Alors, il est préférable d'attaquer son adversaire politique sur le plan de la politique, sur le plan de sa gestion. Mais est-ce que faudra-t-il réellement pour l'intérêt supérieur de la nation ou contre dire que le Congo, c'est de dire que c'est peut-être dire que le Congo a perdu ses plumes. L'image de la RDC est tarie. Nous ne pouvons plus vendre l'image que nous avons à notre pays. Moïse Katumbi, par ses propos, tout simplement, bon, je ne sais pas. Mais il faudra nuancer. Qu'en pensez-vous, vous, personnellement? Parce qu'il faudra nuancer. Parce que peut-être qu'il a rendu aussi un bon service. Peut-être aussi qu'il a essayé tout simplement de faire canaliser les opinions afin de comprendre que les mines elles-mêmes ne sont pas bien gérées. Les mines ne profitent plus au pays. C'est un sabotage. Et par conséquent, il a voulu... parce que les politiciens sont très malins. Il veut peut-être amener l'opinion à une certaine alerte. Une alerte patriotique peut-être, sûrement. C'est pourquoi nous devons nous approprier de cette question et réellement se poser des vraies questions. Il veut peut-être forcer le débat sur la justice économique. À qui profitent réellement les richesses? Sur la transparence fiscale, les contrats miniers, tout cela doit être revisité pour comprendre réellement qu'est-ce qui se passe. Peut-être qu'il veut aussi proposer un nouveau modèle de gouvernance. Qui sait? Mais toujours est-il que ce genre de déclaration fait couler beaucoup d'encre et a des conséquences. À qui profitent les richesses du Congo? Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup.